L'Université par les ondes, cours de Béatrice Philippe, maître de conférence à l'INALCO. Ce soir, les prémices de la Révolution française. Bonsoir Béatrice Philippe. Bonsoir, je suis heureuse d'être de nouveau parmi vous. J'espère que vous me supportez pour ce 4e cours. Je dois vous parler aujourd'hui des prémices de la Révolution française en ce qui concerne le statut des Juifs. Alors, bien entendu, la question qui se pose et qui a été évoquée notamment par le Figaro Magazine il y a quelques années est de savoir la chose suivante. S'il n'y avait pas eu la Révolution française, est-ce que les Juifs auraient été émancipés en 1791 ? Je vais essayer de répondre aujourd'hui à cette question et comme je suis un peu paradoxale, je commencerai par l'exemple autrichien. Vous savez, en France, il y avait relativement peu de Juifs. Par contre, dans l'Empire austro-hongrois, vivait une mosaïque de peuples, parmi lesquels une importante majorité juive, dont les conditions de vie se rapprochaient dans leur ensemble de celles des Juifs allemands ou alsaciens. Or, à la fin du XVIIIe siècle, cet empire est gouverné par un despote éclairé, Joseph II, celui qui a la petite natte dans le dos et qui connaît Mozart, l'ami des philosophes. Ce souverain, en 1781-82, soucieux d'améliorer le sort de ces Juifs, va leur accorder ce qu'on nomme un édit de tolérance. Il leur octroie notamment, dans le domaine économique, des facilités nouvelles, leur permettant en particulier d'ouvrir des manufactures et de commercer plus librement. Cependant, des restrictions importantes subsistent en ce qui concerne la croissance démographique des Juifs, qu'il essaye de réfréner, et d'autre part, soucieux de faire d'eux des fidèles sujets, il leur ouvre l'enseignement, mais en même temps, cherche à pénaliser ceux qui sont réfractaires à la germanisation de l'enseignement. Le but poursuivi est donc clair. D'abord, un but philanthropique et humanitaire. Améliorer le statut de la minorité juive. Bien. Mais surtout, il cherche à obtenir une intégration volontaire ou coercitive au sein des peuples de l'Empire. En somme, il cherche à faire de ces Juifs des Allemands ou des Autrichiens, si vous préférez. Et pour lui, il n'est nullement question d'une égalité de statut, mais bien plus d'une sorte de mise à l'épreuve, entre guillemets, de la communauté. Devenez d'abord des bons Autrichiens, et après, en somme, on verra ce qu'on peut faire pour vous. Alors, à l'époque, évidemment, cette mesure est saluée comme un pas en avant extraordinaire, mais nous voyons tout de même ce qu'elle peut avoir d'un peu paternaliste et, en somme, de pas tout à fait complet. Alors, que se passe-t-il en France ? D'abord, en France, il y a beaucoup moins de Juifs qu'il n'y en a en Autriche. Et seuls les Juifs alsaciens, nombreux, souvent pauvres et mal considérés, posent problème. C'est donc sur eux que vont se pencher les autorités et rappelons-nous que Louis XVI, qui a épousé Marie-Antoinette, est le beau-frère de Joseph II. Il va donc essayer d'améliorer, comme l'a fait son beau-frère en Autriche, le sort des Juifs. La première mesure qu'il prend est de 1784. En 1784, il abolit le péage corporel. De quoi s'agit-il ? Pour entrer dans la ville de Strasbourg, où ils n'ont droit de séjourner que durant la journée, ils doivent quitter Strasbourg, vous vous rappelez, je l'avais dit le soir, les Juifs doivent payer une taxe qu'ils sont seuls à payer, seuls pas tout à fait, car on réclame également une taxe pour les animaux en transit. Et cette taxe est devenue détestable. Je cite. Et tout à coup, je prends la voix de Louis XVI. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salue. Par la vérification des droits de péage que nous faisons continuer avec soin, dans la vue d'affranchir aussitôt que les circonstances le permettront, le commerce des entraves qu'ils y apportent, nous avons reconnu que suivant plusieurs pancartes et tarifs dédits droits, notamment en Alsace et dans la ville de Strasbourg, les Juifs sont assujettis à une taxe corporelle qui les assimile aux animaux. Et comme ils répugnent aux sentiments que nous étendons sur
tous nos sujets, de laisser subsister à l'égard d'aucun d'eux une imposition qui semble avilir l'humanité, nous l'abolissons. Le terme de sujet employé en ce qui concerne les Juifs, les termes d'humanité qu'on retrouve, expriment clairement que l'esprit des Lumières a fait son chemin. Appuyé par Serfbert, qui est le syndic général des Juifs d'Alsace, enregistré non sans difficulté en raison des récriminations de la ville de Strasbourg qui y trouvait son compte, l'abolition du péage corporel est une étape importante dans la modification du statut des Juifs. Deuxième mesure. Eh bien, il faut savoir, dans un État qui veut se moderniser, il faut connaître la population et savoir combien il y a de gens. C'est donc pour cette raison-là qu'un recensement est annoncé en Alsace en 1784. Et à ce moment-là, on recense 19 700 Juifs dans cette province, tant dans la haute que dans la basse Alsace. Le document existe encore, c'est un livre, et on s'aperçoit que les Juifs sont répartis par petits groupes dans des villages. Dans certains villages, il y a 1 ou 2 familles juives, 3 familles. Dans d'autres villages, il y a, comme Hegenheim ou Bischheim, il y a jusqu'à 500 Juifs. Tous ont leur préposé, ainsi que je vous l'avais dit l'autre fois. Dans la foulée, des lettres patentes sont accordées à ces Juifs et ces lettres patentes ressemblent vraiment beaucoup à ce qu'a fait Joseph II en Autriche quelque temps auparavant. En somme, 4 tendances se dégagent des lettres patentes. Une amélioration dans l'ordre économique. Les Juifs peuvent commercer, ont le droit tout d'un coup d'ouvrir des manufactures. Cependant, même dans ce domaine, des restrictions subsistent. L'idée, c'est de transformer les Juifs en laboureurs. Or, en même temps, on leur défend d'acquérir des terres. Ils ne peuvent que les louer et, de toute façon, ils n'ont pas le droit d'employer des salariés chrétiens. Donc, voyez-vous, le retour à la terre est une vaste utopie. D'autre part et surtout, il y a une volonté de limitation de la population juive. Certes, ceux qui ont été recensés sont tolérés et nul ne pourra les expulser. Cependant, ceux qui ne sont pas recensés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de domicile fixe, eh bien, peuvent toujours être renvoyés. D'autre part, on interdit toute immigration, en provenance d'Allemagne notamment. Enfin, et peut-être ce qu'il y a de encore plus grave, les mariages doivent être encore et toujours soumis à autorisation. Cette dernière mesure, particulièrement choquante, suscitera de violentes et humbles protestations de la part des intéressés. Troisième série de mesures, et ça il faut bien le comprendre, il faut bien comprendre le pourquoi de ces mesures. En somme, le gouvernement veut peu à peu intégrer les Juifs et donc briser les pouvoirs trop importants des préposés. Donc un contrôle plus strict est imposé aux préposés et aux rabbins. Il subsiste certes, mais notamment le pouvoir juridictionnel est rogné. D'autre part, si les préposés gardent leur pouvoir financier, que j'avais évoqué l'autre fois, ils ne sont plus considérés comme les porte-parole uniques des communautés. Enfin, dernière mesure, un contrôle plus important sur la vie des Juifs. Naissance, mariage, décès doivent être déclarés. Il n'y a pas encore d'état civil, mais il faut le déclarer. Les actes financiers, les transactions entre Juifs et chrétiens sont surveillés. Donc, l'idée, c'est de rendre ces gens, comme on dit à l'époque, plus heureux et surtout plus utiles. Cependant, la vieille méfiance n'est pas morte. On craint les usures des Juifs, leur multiplication. Il s'agit donc d'une sorte de liberté surveillée et non pas d'une mise au même niveau que les autres concitoyens. L'idée est dans l'air. L'idée d'améliorer le sort des Juifs est dans l'air et c'est pour cette raison qu'est organisé à Metz un concours en 1787. Le sujet du concours, ouvert à tous,
c'est un concours ouvert à toute la population, ceux qui veulent bien participer, s'intitule « Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux en France ?» Vous voyez toujours, plus utiles, plus heureux. Il y a 5 concurrents, mais un seul obtiendra le premier prix, c'est l'abbé Grégoire, curé d'Amberménil. L'opuscule de l'abbé s'intitule « Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs » et c'est en somme une synthèse des idées véhiculées par les esprits de son temps, par les esprits les plus généreux. Pour Grégoire, l'espèce humaine est une et homogène. Il faut donc, dit Grégoire, placer tous les gens sur le même plan, leur imposer les mêmes devoirs et les mêmes droits. Les qualités financières et familiales des Juifs sont évidentes et leurs défauts ne sont que la conséquence du mépris dans lequel ils vivent. Si on leur donnait les mêmes conditions d'existence, eh bien, ils se régénéreraient. C'est là le titre à la mode et le terme régénérer n'ayant pas le sens péjoratif qu'il a de nos jours. Donc, il faut agir sur 2 points pour les relever. Il faut agir d'une part sur la société majoritaire qui se doit de les accueillir avec fraternité, d'autre part sur les Juifs eux-mêmes qui devront renoncer à leur particularisme civil mais non religieux. Grégoire est un prêtre, et bien entendu, il espère que dans un avenir très lointain, qu'il ne fixe pas dans le temps, les Juifs renonceront à leur culte pour adhérer à la vraie foi. Mais il n'est pas un convertisseur au sens étroit. Il met ça lointain et il estime que les Juifs ont droit au même traitement que les autres hommes. Là, les rabbins devront être cantonnés dans le domaine religieux, les syndics n'auront plus aucun rôle, la liberté de conscience sera affirmée. Bien entendu, Grégoire a le style très fleuri de son temps, et c'est ainsi qu'il écrit. D'aujourd'hui, ça nous fait un peu rire, n'est-ce pas? Enfants d'un même père, dérobez tout prétexte à l'aversion de vos frères les Juifs, qui seront un jour réunis dans le même bercail. Ouvrez-leur des asiles où ils puissent tranquillement reposer leur tête et sécher leurs larmes, et qu'enfin le Juif, accordant aux chrétiens un retour de tendresse, embrasse en moi son concitoyen, son ami et son frère. Bon, aujourd'hui, ce style fait un peu sourire, c'est un peu empoulé. Il est certain aussi que cette espèce de pitié, cette espèce de tolérance, aujourd'hui nous hérisse un petit peu, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de cette pitié et de cette tolérance, et heureusement on a franchi ce stade. Mais il faut replacer les choses dans leur contexte et voir que Grégoire, tout prêtre chrétien qu'il était pétri de bons sentiments et que notamment il combattait toute forme de racisme. Alors vous allez me dire, le racisme c'est pas le moment, c'est pas l'époque. Oui et non. Grégoire va être un ardent défenseur des Noirs et il va demander l'émancipation des Noirs comme il a demandé l'émancipation des Juifs, car pour lui la religion ou la couleur ne sont pas matière à exclusion. Alors ça, je pense qu'il faut le dire. Il deviendra, sous la Révolution, il sera un évêque, il sera un prêtre patriote, il deviendra un évêque, il aura beaucoup de démêlés avec le pape et avec les conservateurs, et les Juifs de son temps l'aduleront. Alors, de nos jours, bien entendu, les avis sont plus réservés, mais encore une fois, il ne faut jamais faire l'histoire à rebours, ce n'est pas un processus d'historien. Alors, un autre défenseur des Juifs est un grand personnage, puisqu'il s'agit du comte de Mirabeau. Ce voyageur, j'en l'ai déjà évoqué, a rencontré dans ses séjours allemands et l'historien Dom, dont j'ai déjà parlé, et Moses Mendelssohn. Et c'est ainsi qu'il va diffuser ses œuvres. Aristocrate, Mirabeau n'éprouve pas d'attrait pour le centralisme étatique, contrairement à Grégoire, qui est un grand jacobin. Pour lui, il suffirait en somme d'un consensus réduit à quelques données fondamentales pour faire des Juifs d'honnêtes citoyens. Mais là, Mirabeau est en porte-à-faux avec la société de son temps et les événements ne le suivront pas.
Une anecdote sans doute apocryphe rappelle que Louis XVI, soucieux d'améliorer le sort des Juifs, aurait dit à son ministre Malesherbes « Malesherbes, je vous fais juif ». L'anecdote ne doit pas être vraie, mais il est certain que Malesherbes s'attelle à cette tâche. Ce catholique convaincu, mais avant tout serviteur de l'État, et d'un État centralisé, avait déjà réussi à donner un État civil aux protestants. En effet, jusque-là, ces messieurs, les réformés, étaient mis eux aussi au banc de la société. Donc, il va essayer d'accorder un État civil aux non-catholiques, mais aussi aux juifs. Et pour cela, eh bien, il va s'entourer de conseils, il va rassembler une grande bibliothèque concernant les problèmes juifs et rencontrer des juifs. Et alors là, ce libéral va être très étonné par les réactions des juifs. En effet, l'unanimité ne règne pas au sein des diverses communautés. Les Bordelais qu'il rencontre sont représentés par des personnages importants comme Gradis, Lopez du Bec ou Furtado, et ces gens-là n'ont qu'une idée, c'est ne pas être confondus avec les Juifs d'Alsace. Au fond, ils sont très contents de leur sort, ils ne veulent pas qu'on le modifie, et surtout, ils ne veulent pas apparaître comme faisant partie d'une communauté totale, globale des Juifs de France. Les Juifs alsaciens sont représentés eux aussi par Serfbert pour l'Alsace, par Isaac Baer pour Nancy, par Lazare et Trenel pour Paris, où vit une minuscule petite communauté juive de 500 âmes, simplement. Et ces gens-là font part avec modestie et timidité de leurs aspirations. Mais ils n'envisagent pas du tout l'abandon de leur organisation communautaire. Et ni de leurs us et coutumes, ni de leur justice particulière. Il suggère donc des mesures de détail indispensables, mais l'idée d'une égalité complète des droits et des devoirs n'a pas encore fait son chemin dans leur esprit. Malesherbes enquête, rassemble des documents, il veut juger en toute impartialité, mais l'histoire ne lui en laissera pas le temps, car nous sommes en 1788. Faut-il conclure de tous ces faits que l'émancipation aurait été accordée aux Juifs sans le choc provoqué par la Révolution française? De fait, en quelques décennies, les esprits avaient énormément évolué. Et la question percutante posée lors d'un plaidoyer en 1767 en faveur des Juifs par l'avocat Lacretelle, qui dit au tribunal: la vraie question de cette cause, c'est de savoir si les Juifs sont oui ou non des hommes, aurait été conclue en 1788 par l'affirmative. Oui, les Juifs sont des hommes, les Juifs ont droit à un certain respect et ils sont sujets du royaume. Pourtant, les préjugés sont encore si vivaces que les pouvoirs publics n'auraient pas pu rayer d'un trait de plume des siècles d'interdits. Rappelons simplement que dans les pays européens où la révolution a été évitée, et le coût de la révolution évité aussi, l'émancipation des Juifs aura lieu 50 ans ou 100 ans plus tard. Il est indéniable que, sous l'effet d'événements hors du commun, la loi va précéder en France l'évolution des mentalités. C'était le cours de Béatrice Philippe, professeure à l'INALCO, l'université par les ondes. Vous retrouvez